Bonsoir à tous, il est 23h à Abidjan et sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé le démarrage des activités du deuxième dispatching de la Côte d'Ivoire, réalisé à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Il a également rendu visite à certaines femmes du district autonome de Yamoussoukro, des femmes qui sont parvenues à créer avec succès des activités génératrices de revenus. La BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, renforce sa présence en Côte d'Ivoire. L'institution financière s'est engagée à soutenir durablement le plan national de développement. Plusieurs secteurs prioritaires comme l'agriculture vont en bénéficier. Et puis, les Européens ont décidé ce vendredi 25 février de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne. Des sanctions renforcées pour punir la Russie de son invasion en Ukraine. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Il est en visite dans la capitale politique ivoirienne. À Yamoussoukro, le chef du gouvernement est allé voir de près plusieurs ménages bénéficiaires du projet des filets sociaux productifs. Sur place, le Premier ministre Patrick Achi a fait le constat que plusieurs femmes sont parvenues à générer des revenus grâce aux allocations trimestrielles qu'elles reçoivent. On en parle avec Mahama Traoré. Arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique, le Premier ministre Patrick Achi décide d'abord de prendre des forces avant de lancer une journée de travail bien chargée. Accompagnés des membres du gouvernement, ils vont se rendre dans un attiékédrome, celui de Tata Touré, situé au quartier d'Ulabougou. Le choix de cette tenancière n'est pas fortuit, elle est une des bénéficiaires du projet des filets sociaux productifs. C'est d'ailleurs avec les allocations trimestrielles déjà perçues qu'elle a pu lancer cette activité génératrice de revenus. Après le petit déjeuner, la délégation gouvernementale se rend au domicile de Tata pour lui témoigner soutien et encouragement à travers des dons en nature et en vivre. Le courage qu'elle démontre dans son travail a fait que le président a demandé que, en termes de modèle, pour que les autres qui également le reçoivent puissent s'inspirer de ça, de lui remettre ce congélateur pour que toutes les autres activités pour lesquelles on a besoin d'une chaîne de froid, on sait qu'elle fait de la glace, elle va certainement faire du poisson, qu'elle va vendre, qu'elle puisse réussir et qu'elle puisse mieux s'occuper de sa famille. Et c'est le souhait qu'on a pour elle, mais également pour tous les ménages de Côte d'Ivoire. Cap sur le quartier 220 logements à la rencontre d'Afoué, autre bénéficiaire des filets sociaux productifs. Dans sa quête d'autonomisation, cette ménagère s'est lancée dans la couture, ce qui n'est pas sans difficulté pour elle. Je n'avais pas temps. J'étais assis sur le soleil. Si la pluie arrive, je dois faire le coucher et faire rentrer la machine. En tout cas, ça me fatigue. Des fois même, je pleure. Puisque le soleil me tape. Je me donne les habits, je n'arrive pas à faire, puisqu'il y a soleil. Je donné l'argent, j'ai gardé un peu, c'est ça. Mais je sais que ce n'est pas encore fini, déjà c'est la terrasse. Mais en attendant, je me débrouille pour ça, pour pouvoir manger avec les enfants. Au vu des efforts déjà accomplis par Afoué, Patrick Achi lui offre un nouvel équipage de couture bien plus sophistiqué. Mot d'encouragement à l'appui. Avec ça, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est ça. Donc, comme tu as bien utilisé les premiers fonds qu'on t'a donnés et que tu t'occupes bien de ta famille, tu travailles, tout le monde est content. Le président a dit pour t'encourager de te donner ça, pour que tu fasses encore mieux. Et que les autres se rendent compte que quand on les aide, s'ils sont courageux, qu'ils travaillent, on va encore les aider. Félicitations. Lancé en 2015, le projet des filets sociaux productifs permet aux ménages défavorisés de percevoir une somme de 36 000 francs CFA par trimestre. Ce sont plus de 69 milliards de francs CFA qui ont été distribués à ce jour à plus de 227 000 ménages bénéficiaires. On reste à Yamoussoukro. La région des Lacs héberge désormais un nouveau dispatching pour le réseau électrique. Il a été inauguré ce vendredi par le Premier ministre Patrick Achi. Réalisé à hauteur de 26 milliards de francs CFA, la principale mission du dispatching sera d'assurer la conduite du système électrique. Il permettra aussi d'assurer un équilibre permanent entre l'offre
et la demande, on retrouve encore une fois Mahama Traoré. En plein cœur de Yamoussoukro, la capitale politique, un bâtiment imposant de 3 niveaux, bâti sur une superficie de 3 hectares. Il abrite les services du second dispatching national après celui d'Abidjan. L'ouvrage a vocation à faire en sorte que les centrales de production délivrent à travers les lignes et les postes de distribution l'énergie nécessaire pour les besoins réels de consommation. En clair, cette technologie se présente comme le cerveau du réseau électrique. Le dispatching national de Yamoussoukro nous permettra d'assurer la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien, qui comprend actuellement 10 centrales avec 39 unités de production, d'une capacité totale de 2269 MW installés à ce jour, 66 postes de transformation à haute tension, près de 8000 km de lignes haute tension, plus de 26 000 km de lignes en moyenne tension et plus de 14 000 postes de distribution en moyenne et basse tension pour fournir à plus de 8300 localités une électricité de meilleure qualité. La réalisation de ce second dispatching aurait été financée à hauteur de 26 milliards de francs CFA par la Banque européenne d'investissement. Avec cet outil ultra-moderne, la Côte d'Ivoire consolide sa position de puissance énergétique dans la sous-région. L'ambition est désormais d'atteindre les 5000 MW de capacité installée d'ici à 2030. Cet ouvrage est la preuve que le secteur de l'électricité de notre pays ne s'impose pas de limites pour se développer et se moderniser, afin d'offrir le meilleur à nos concitoyens, conformément à vos instructions, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes plus que jamais résolus et engagés à travailler chaque jour à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'électricité afin de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la sous-région. Objectif possible à réaliser car c'est plus de 1900 milliards de projets qui sont actuellement exécutés sur l'ensemble du territoire national. Pour le Premier ministre Patrick Achi, la gestion optimale que va apporter ce nouveau dispatching permettra d'améliorer la qualité du service. Vous savez qu'un des éléments à partir desquels on mesure la qualité d'un système électrique, c'est le temps de coupure par an. Et la Côte d'Ivoire est justement un de ces pays qui est reconnu pour avoir une qualité de service en matière de mise à disposition du réseau électrique qui est l'une des meilleures. Mais ce système va venir encore l'améliorer puisque à tout instant, on pourra piloter l'ensemble des outils et dès qu'il y aura un problème, on sera capable de le régler en termes de minutes. Donc pour nous, c'est un outil formidable. Et à cela, puisqu'on avait déjà un dispatching à Abidjan, mais là, en termes de technologie, ça utilise toutes les dernières technologies disponibles, la fibre optique, etc., qui vous permettent donc de suivre pratiquement tout ce qui se passe sur ce réseau-là. Grâce aux différents programmes entrepris par l'État ces dernières années, 4750 localités ont été connectées au réseau électrique national et plus de 3 millions de ménages ont désormais accès à l'électricité. Et puisqu'on parle d'électricité, le village de Dawo, dans le département de Vavois, est désormais raccordé au réseau national. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. À cet effet, la population a tenu à rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont surtout salué ses actions de développement. On en parle avec Godefroy Okambawa. On ne passe plus ses nuits à la belle étoile ou à l'aide d'une lampe tempête. Ici, à Dawo, un village du département de Vavois, il y a de l'électricité dans tous les ménages. Un acquis en termes de développement rendu possible grâce au programme social du gouvernement. Et il n'y a que le chef-lieu de sous-préfecture qui était électrifié en son temps. Et avec l'avènement de son Excellence Alassane Ouattara, tous les villages aujourd'hui sont en chantier, sont en train d'être électrifiés. Et le village de Dawo a décidé de célébrer le président de la République en attendant que toute la sous-préfecture trouve une journée pour magnifier le chef de l'État. Par le passé, nous étions vraiment dans le noir. C'était un rêve, mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a réalisé notre rêve. Le fait de nous donner le courant. Vraiment, nous sommes très fiers de lui et nous disons merci. Les populations ont donc décidé de traduire leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement.
La fête de la lumière à Daouo a été également l'occasion pour le lancement de la 7e édition des journées socio-culturelles de la localité. La ministre en charge de la culture, qui y a effectué le déplacement, exhorte les populations à préserver le climat de paix pour le développement de la région. La culture est au service de la paix. Elle constitue l'un des meilleurs vecteurs de rassemblement, de communion, de partage entre nos peuples. En nous appropriant les vraies valeurs qu'elle véhicule, nous serons à même de faire les choix qui garantissent les vraies valeurs de solidarité si chères au président de la République. Raccordé au réseau électrique national, le village de Daouo amorce désormais et progressivement son développement. Retour ici à Abidjan avec les parlements ivoiriens et égyptiens qui se rapprochent davantage. De passage dans notre pays, le président du comité parlementaire africain de l'Égypte a eu une séance de travail avec le président par intérim de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo et Chérif Al-Gabali ont décidé de la création d'une amitié parlementaire qui vient renforcer les relations entre les deux pays. Les précisions de Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire et l'Égypte entretiennent des liens diplomatiques depuis 1960. Une coopération qui se ressent également au niveau des institutions parlementaires. Le développement de la diplomatie parlementaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est le sujet au cœur des échanges entre le président du comité parlementaire africain d'Égypte et le président par intérim de l'Assemblée nationale. En tant que parlementaire, en tant que représentant du peuple en Égypte et en Côte d'Ivoire, nous avons une responsabilité et un devoir de continuer à développer les relations entre les deux peuples ivoiriens et égyptiens au profit des relations des deux nations. J'ai transmis une invitation à son Excellence, Monsieur le Président par intérim de l'Assemblée nationale ivoirienne, pour venir rendre visite au Parlement égyptien, accompagné d'une forte délégation ivoirienne, afin de continuer le dialogue que nous avons entamé ici à Abidjan, pour voir comment renforcer les liens de coopération entre les deux institutions et aussi pour voir pour eux-mêmes les réalisations qui ont été accomplies en Égypte dernièrement dans le domaine du développement des infrastructures et dans beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer, les deux pays peuvent coopérer ensemble au profit de la population. La création d'une relation d'amitié parlementaire. L'initiative est soutenue par Adama Bictogo. Nous avons aussi noté ensemble que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa place dans le Parlement africain et que l'Égypte souhaite, dans une relation étroite avec donc, le Parlement de Côte d'Ivoire, pouvoir être une force motrice dans la conduite des affaires au niveau du Parlement africain. C'est donc le renforcement de nos relations, mais surtout prendre un nouvel envol qui permettra donc à nos deux parlements d'être fortement représentés au plus haut niveau africain et pourquoi pas mondial. La séance de travail entre la délégation parlementaire égyptienne et la délégation parlementaire ivoirienne a vu la présence de l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. 32 milliards 900 millions de francs CFA, c'est un prêt de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC à la Côte d'Ivoire. Il permettra de financer 2 projets dans le cadre du plan national d'investissement agricole, le PNIA 2. Retour sur la cérémonie de signature du prêt avec le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. Cet accord de prêt d'environ 33 milliards de francs CFA de la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire, concernant 2 projets. Le premier sur le pôle agro-industriel dans le nord et le second, la construction d'une digue de retenue d'eau pour l'irrigation des parcelles agricoles dans la région de Mbengue. Les 2 projets objets de la présente cérémonie de signature s'inscrivent dans un ambitieux programme national d'investissement agricole qui permettra de promouvoir les investissements publics et privés dans le secteur de l'agriculture pour les 8 prochaines années en vue de réduire la pauvreté de moitié à horizon 2025. Ces 2 projets s'inscrivent dans le programme national d'investissement agricole PNIA, période 2018-2025. Le projet de pôle agro-industriel du Nord, qui couvre les régions de la Bagoué, du Poro, Tchologo et du Yambol, s'inscrit dans la logique de transformation structurelle
de l'économie pour une croissance forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes ciblées. Les projets financés ont pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'augmentation substantielle des revenus des producteurs qui sont ciblés directement, ainsi que les exploitations familiales comme bénéficiaires et au-delà d'eux, l'ensemble des acteurs des filières agricoles, notamment les exploitants d'unités de transformation. La signature de ces nouveaux accords de prêt porte à environ 250 milliards de francs CFA l'ensemble des engagements de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à la Côte d'Ivoire. En vue de mobiliser des ressources stables et pérennes pour le financement du secteur de l'habitat, le gouvernement ivoirien vient d'initier une série de réformes. Il s'agit de taxes parafiscales sur certains matériaux de construction. Les textes réformés ont été défendus par le ministre Bruno Nabagné-Koné. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Dangui Dangui. À propos des récentes réformes adoptées par le gouvernement pour donner un coup de fouet au programme de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des populations, le ministre Koné Nabagné s'est prêté à un exercice d'explication de test en présence des acteurs du secteur et face à la presse ce jeudi. Sur l'actualité liée aux problématiques de son département, de la construction jusqu'à l'urbanisme, en passant par le logement en Côte d'Ivoire, Koné Nabagné dit vouloir jouer la carte de la transparence. Il ne manque pas d'arguments pour motiver et défendre les décisions du gouvernement, notamment celle de retirer un certain nombre de lots qui ne sont pas mis en valeur. Il s'agit d'abord des lots sur lesquels, depuis 2013, il n'y a pas eu de démarche. Il y a peut-être, avant cela, une lettre d'attribution, il y a peut-être avant cela une attestation villageoise, mais depuis 2013, il n'y a rien qui se passe au plan administratif et il n'y a rien qui se passe au plan de la construction, au plan de la mise en valeur de ce terrain-là. Et nous donnons de surcroît un délai supplémentaire de 12 mois à toutes les personnes qui sont dans cette situation pour régulariser leur situation. Concernant la parafiscalité instituée par le gouvernement pour le financement du secteur de l'habitat, ne va-t-elle pas exacerber la cherté de la vie? Le ministre s'est voulu rassurant. Je vous dis, à Abidjan, 80% de la population n'est pas propriétaire. Elle loue une maison. Donc ça ne fait que 20% de personnes qui sont propriétaires. Donc si vous mettez une taxe parafiscale, vous ne pénalisez pas forcément les 80%. Vous pénalisez ceux qui ont le plus de moyens. Par couches successives, ceux qui ont le plus de capacités vont permettre à ceux qui en ont le moins d'accéder à un logement décent. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme assure que la mise en œuvre des réformes instituées par le gouvernement va accélérer la production de logements sociaux et améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. L'objectif, c'est d'éradiquer progressivement le phénomène des constructions anarchiques en vue d'éviter les catastrophes liées aux effondrements d'immeubles que nous avons connus par le passé, mais surtout d'avoir une ville plus agréable. Koné Nabagné a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur son bilan 2021, marqué notamment par l'intensification des actions de contrôle urbain. Le nombre de contrôles de chantier dans le district d'Abidjan, par exemple, est passé à plus de 8000 pour une moyenne d'environ 2000 pour les années précédentes. On se rend maintenant à Sakassou avec l'association des cadres du Centre pour le développement qui rend un hommage à la reine des Baoulés, un hommage pour son implication dans la paix et la cohésion au sein des peuples baoulés. À son tour, Sa Majesté Akwaboni II a salué le président de la République pour le développement accéléré de sa région en particulier et de toute la Côte d'Ivoire en général. Le compte rendu d'Éric Goré. La reine Akwaboni II, magnifiée par les élus et cadres du centre de la Côte d'Ivoire, la guide légitime du peuple baoulé, honorée en ce jour pour ses conseils avisés et pour ses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale dans sa région. Nous avons saisi cette opportunité pour lui souhaiter santé, longévité, mais aussi prospérité à tout le royaume et à notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous devons cela à la reine, de l'entourer, de l'encadrer, de lui montrer notre affection et de lui dire de la rassurer surtout.
C'est le président du Sénat qui conduit la forte délégation. Une délégation composée d'élus, de cadres et accompagnée de têtes couronnées. Je prends la parole au nom du président du Sénat, notre aîné Ahoussou Kouadio Jano. Il n'y a pas longtemps, son Excellence le Président de la République était ici à Sakassou. Il avait promis que la route allant de Tiébissou à Sakassou serait donc bitumée. Et actuellement, vous voyez les travaux qui sont en cours. Vous avez donc de nombreuses écoles qui ont été construites, des centres de santé, des châteaux d'eau, dans tous les départements et les sous-préfectures du royaume. Il est regrettable que, nonobstant ces acquis importants, nous observons quelques divisions et des adversités de toutes sortes, de toute nature, qui fragilisent le royaume depuis le trône jusqu'aux enfants, en passant par les chefs de canton, les chefs de tribus et de villages. À son tour, la reine, à travers son porte-parole, a remercié ses hôtes avant de saluer les grandes actions du président de la République en faveur des populations ivoiriennes. Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine des Baoulés, avec le soutien de son conseil, voudrait tout particulièrement se féliciter de la cohésion et de la confiance retrouvée qui se consolide de plus en plus entre vous, les élus et les cadres baoulés. Nous voulons saisir cette opportunité pour traduire notre gratitude et notre reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les importants travaux en cours de réalisation dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire et plus particulièrement dans le pays baoulé. Sa Majesté, la Reine, voudrait tout particulièrement remercier le président de la République pour l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké et les travaux de bitumage de l'axe Tiébissou-Sakassou-Béouni. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour ces élus et cadres de prendre des engagements fermes afin de poser d'autres actions de développement au profit des populations de Sakassou, localité qui accueille le royaume des Baoulés. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 25 février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 2705 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 72 guéris et 0 décès. À la date du 25 février, la Côte d'Ivoire compte donc 81 449 cas confirmés, dont 79 764 personnes guéries, 792 décès et 884 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 411 598. Le 24 février, 33 806 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 145 722 doses du 1er mars 2021 au 24 février 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Les chrétiens catholiques du monde entier préparent le pèlerinage 2022 sur les pas de Bernadette, un rituel qui a lieu chaque année au cours du mois d'août à Lourdes en France et qui se tiendra malgré l'apparition de nouveaux variants de la Covid-19. Des fidèles chrétiens qui avaient été affligés par la fermeture du site durant un an avant de voir sa réouverture, paralysant du coup plusieurs secteurs d'activité. Lourdes, foi et espérance à l'épreuve de la Covid-19, c'est le dossier Vue d'ici, il est réalisé par Eugène Atoubé. Dans la douceur estivale du mois d'août, une lourde chape de chaleur enveloppe les sanctuaires de Lourdes. Des va-et-vient incessants de pèlerins d'un endroit à un autre venus sur les pas de Bernadette dans la petite ville des Pyrénées, à l'appel de Marie. À Lourdes, c'est une démarche. À Lourdes, c'est un ressourcement. À Lourdes, c'est tout un chemin de pèlerins
qu'il faut emprunter. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes fragiles et de conditions diverses, des handicapés, des affligés. Bref, un monde coloré qui ne pouvait contenir sa joie et son bonheur de se retrouver à Lourdes après une année et demie d'affliction marquée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. C'était très douloureux pour beaucoup de gens, on ne pouvait plus aller célébrer la messe ensemble, on devait regarder la messe à la télé, etc. Et là, pouvoir vivre un pèlerinage où les gens se retrouvent, on a un nouveau plaisir à passer du temps ensemble, on est proches les uns des autres, même s'il faut faire attention à cause de cette pandémie, mais on a une proximité quand même plus grande. Alors, on retrouve cette joie-là. Les pèlerins et les touristes habitués des rues de Lourdes ont pu se faire une idée de l'impact de la pandémie à coronavirus sur la ville dans tous les domaines d'activité, hôtellerie, tourisme, commerce et transport notamment. C'est que Lourdes est considérée comme la ville la plus sinistrée de France par la pandémie de Covid-19. Le pèlerinage de Lourdes, poumon de l'économie de cette localité, sonne en son édition 2021 comme un retour à la normalité, l'espoir d'une relance de l'économie locale si dépendante de la grotte de Massabielle. Vu que maintenant le sanctuaire est ouvert, il y a tout le monde toutes les nationalités, les origines qui se croisent et tout. Moi je me dis franchement c'est un groupe, ça fait du bien. Le pèlerinage 2021 par rapport à celui de l'année dernière, c'est que nous n'étions que 500. C'est que cette année, grâce au vaccin, nous avons pu faire savoir plus largement que nous accueillerions tous les malades, tous les pèlerins vaccinés ou ayant fait l'objet d'un test négatif. Ce qui fait que cette année, nous sommes quasiment 3000 à participer à ce pèlerinage. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus n'est pas derrière. En d'autres termes, la Covid-19 est encore et toujours d'actualité. À Lourdes comme ailleurs d'où sont venus les pèlerins, tous en ont conscience. Partout dans les sanctuaires jusqu'à l'intérieur des cathédrales, le dispositif sanitaire anti-Covid est bien visible, mis en place par l'équipe d'organisation. Sur le site du sanctuaire, le port du masque est obligatoire. L'accès à des lieux comme l'église Sainte-Bernadette et plusieurs salles dédiées aux rencontres et conférences est subordonné à la présentation d'un pass sanitaire. Des centres de tests anti-Covid ont été mis en place et même les hospitaliers doivent disposer d'un pass sanitaire. On est obligé de faire attention les uns aux autres en portant des masques, en se lavant les mains, en gardant les bonnes distances. Donc, comme beaucoup de célébrations se passent à l'extérieur, c'est plus facile. Et donc c'est pas trop lourd. J'ai l'impression que le pèlerinage il vit plutôt bien. Et les consignes sont plutôt bien appliquées. Donc, croyants en Dieu, on ne peut donc pas avoir peur. On vient parce que la Sainte Vierge nous a promis la guérison, parce que la Sainte Vierge nous a promis l'amour, parce que la Sainte Vierge nous a promis la fraternité, la Sainte Vierge nous a promis la pénitence. Et nous croyons tellement en Dieu que nous croyons que le temps est venu pour venir prier la Sainte Vierge, pour qu'elle transmette à son Fils notre envie de la disparition de cette pandémie-là. Des malades beaucoup moins nombreux que d'ordinaire, certes, mais les assomptionnistes se félicitent de cette réalité qui se présente comme un succès à l'aune de la crise sanitaire. Ils laissent entendre que c'est la première fois en 1 an et demi que le sanctuaire marial de Lourdes accueille autant de personnes d'un coup. Les personnes malades, pour leur part, n'envisageaient pas une deuxième année d'affilée sans être à Lourdes, au lieu de spiritualité où les grâces du Christ sont largement partagées par la célébration de l'Eucharistie. Heureuse attente de tous ces pèlerins de toutes conditions, chacun avec son fardeau, mais réunis dans la foi et l'espérance. Soyons des hommes et des femmes d'espérance, parce que la vie reprend toujours le dessus, à condition que chacun soit prêt à faire l'effort nécessaire pour que cette vie puisse s'enraciner dans l'amour, dans la fraternité. Lourdes revient à la vie. Les pèlerins y apprennent ou redécouvrent l'histoire de Bernadette à qui, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à la grotte de ce village. Ils repartent de ce lieu rempli de grâce et transformés, le cœur en joie. Cette année 2021, c'est autour du thème « Tous appelés à la fraternité » que les pèlerins se laissent marquer par les signes de Lourdes. Dans le contexte de crise sanitaire, les sanctuaires de Lourdes se présentent comme le lieu où les pèlerins se reconnaissent de même père. Ils viennent lui demander apaisement, consolation et guérison. La foi à toute épreuve, vous pourrez revoir ce reportage de Jeanne Toubé sur nos différentes plateformes.
Mécontents et frustrés d'avoir été dérépis par les forces de police, des artisans ferrailleurs de la commune d'Abobo se sont illustrés de la mauvaise des manières. Pris de colère, ils ont saccagé ce vendredi au moins 4 autobus de la Sotra. La circulation entre les communes d'Abobo et Adjamé en avait été fortement perturbée, mais le calme est revenu un peu plus tard grâce à l'intervention des forces de police. Je rappelle qu'il s'agit de dégâts occasionnés par des occupants de la casse d'Abobo. Anador. Dans l'actualité hors de chez nous, l'émissaire de la CEDEAO au Mali a quitté Bamako ce vendredi. Les deux parties se sont félicitées des résultats de cette première phase de discussion. 2 plans de transition sont à l'étude, une transition de 12 mois à compter de fin février 2022 et une autre de 16 mois. La première option est appuyée par la CEDEAO, la seconde est plutôt la vision de la situation de l'Union africaine. Mais aucune des 2 propositions ne semble satisfaire la junte au pouvoir. Et puis hors du continent africain, les Européens ont décidé ce vendredi de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne est prévu, ont indiqué des sources diplomatiques européennes. La mesure avait été évoquée pendant le sommet européen extraordinaire jeudi à Bruxelles et a été ajoutée ce vendredi au paquet de sanctions que les ministres des Affaires étrangères vont valider. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient demain à 6h30. Bonsoir.